Les samouraïs japonais, la quintessence des guerriers dont les livres d'histoire nous disent qu'ils sont apparus au 9e siècle de notre ère. Mais ils ne sont pas sortis de nulle part comme ça. Pouf! Non, tout a commencé environ 1300 ans plus tôt. Bonjour et bienvenue sur Truelle la vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter comment les guerriers sont nés au Japon. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Un guerrier, selon la définition du dictionnaire, c'est une personne dont le métier est de faire la guerre. Donc on parle bien d'un métier, donc d'une personne ayant une fonction, un statut particulier au sein de la société. Non, parce que si on parle juste de fracasser le crâne de son prochain avec le premier truc qui passe parce qu'on est tout colère, là, on peut remonter plutôt loin dans l'histoire du Japon, et même de l'humanité. Mais, en ce qui concerne l'apparition de gens qui se distinguent des autres par le port d'armes particulières et qu'on reconnaît en archéologie principalement par leurs tombes, puisqu'elles se font enterrer justement avec ces armes, alors il faut remonter au 5e siècle avant notre ère, soit environ 1300 ans avant l'apparition de ceux qu'on appelle les samouraïs. Tout se passe au nord de l'île de Kyushu. Vers 1000 ou 900 avant notre ère, des groupes de paysans venus de la péninsule coréenne débarquent sur les côtes de ce qui n'est pas encore le Japon. Je vous en ai déjà parlé un peu plus en détail sur ma vidéo consacrée aux enterrements en jarre que je vous invite donc à regarder. À cette époque, le nord de Kyushu possède un paysage de forêt dans lequel vivent de petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades de culture Jomon. Les nouveaux venus défrichent des parcelles, créent des champs et des rizières et construisent des villages identiques à ceux du continent d'où ils viennent. Ils enterrent aussi leurs morts à la mode coréenne dans des cystes et des dolmens dont je vous ai déjà également parlé dans une autre vidéo. Pour résumer très largement, ils arrivent dans un coin, disent « ça c'est à nous », s'installent et bye bye les chasseurs-cueilleurs. C'est le début de la période Yayoi où notre histoire commence. On retrouve ces agriculteurs 300 à 400 ans plus tard au même endroit, toujours pendant la période Yayoi, donc au 5e siècle avant notre ère. Les communautés ont prospéré et toutes les plaines fertiles sont occupées. Certains villages sont devenus des centres régionaux très importants, dirigés par des chefs qui contrôlent des territoires entiers. L'économie est florissante et les échanges avec les sociétés de Corée, puis avec l'empire chinois des Han à partir du 2e siècle avant notre ère, permettent à ces chefs de se procurer des biens de prestige, dont des armes en bronze. Ces différentes chefferies sont rivales et s'affrontent régulièrement comme en témoignent les nombreux traumatismes sur les ossements et autres pointes de flèches ou d'épées encore fichées dans les os retrouvés par les archéologues. Les armes les plus courantes sont par exemple la fronde, les pointes de flèches en pierre et les pieux en bambou. Les armes en bronze comme les épées et les hallebardes sont plus rares et portées par une petite élite qui entoure le chef. Car si probablement lors des combats toute la communauté est engagée dans l'attaque d'un village ennemi ou dans la défense de son propre village, tous les combattants n'ont pas le même statut. Et comme on l'a dit en introduction, un guerrier est une personne dont le métier est de faire la guerre, un spécialiste. Et ces spécialistes se font enterrer avec leurs armes comme marqueur de leur statut social particulier. Leurs tombes sont également souvent regroupées dans des zones à part des tombes des gens du commun. Ces guerriers marquent donc leur différence avec les gens du commun, à la fois par les armes qu'ils portent, mais aussi dans l'espace, en ne se mélangeant pas dans la mort avec les autres. Il faut aussi souligner que l'étain et le cuivre servant à fabriquer le bronze pour les armes doivent être importés de la péninsule coréenne, car on ne connaît aucune source de ces minerais dans l'archipel japonais à cette époque. Donc le cuivre et l'étain étaient rares, donc chers, et donc ne pouvaient être importés que par des personnages ayant les moyens de le faire, des chefs. Et par extension, ces chefs utilisaient donc ces minerais comme ils le voulaient, et donc à leur avantage, pour servir leurs intérêts. De plus, les ateliers de bronziers de cette période qu'on a retrouvés en fouille sont situés uniquement dans les plus grands sites d'habitat, c'est-à-dire là où les chefs résidaient. Ces chefs distribuaient donc les armes qu'ils faisaient fabriquer par des forgerons spécialisés à quelques fidèles qui formaient une suite prestigieuse qui pouvait à l'occasion servir aussi à imposer le pouvoir du chef auprès d'éventuels récalcitrants. Dans la dernière partie de la période Yayoi, à partir des 2e ou 1er siècles avant notre ère, les armes en bronze sont progressivement remplacées par des armes en fer, comme les poignards, des épées et des hallebardes. Le fer, lui aussi,
doit être importé de la péninsule coréenne et est donc contrôlé par l'élite dirigeante. On retrouve cet armement en fer toujours dans les tombes de certaines personnes privilégiées. Le bronze, lui, est toujours utilisé pour des objets ayant une fonction clairement symbolique et religieuse. La multiplication des armes en fer dans les tombes du Nord Kyushu et leur apparition dans les tombes des personnages importants du centre de l'archipel japonais durant les 2 premiers siècles de notre ère montrent que cette idéologie du guerrier en tant que personnage important se répand vers l'Est. Je parle d'idéologie car dans les tombes du centre du Japon, avant cela, on ne retrouve pas d'armes en bronze comme au nord de Kyushu. Et ce n'est pas parce que ces chefferies ne connaissaient pas la métallurgie, bien au contraire, mais ils s'en servent autrement. Il faut bien comprendre que la métallurgie relève des arts du feu et exerce encore aujourd'hui une certaine fascination sur nous. C'était aussi très certainement le cas à l'époque, et l'habileté à transformer du minerai en matière en fusion puis en objet brillant comme le soleil avait aussi très certainement un côté magique. Oui, car si nous avons l'habitude d'associer le bronze à la couleur gris-vert, les objets à l'origine avaient une couleur dorée et leur surface bien polie pouvait refléter les images, d'où l'usage du bronze pour les miroirs. Ce côté magique est d'autant plus vrai que seuls quelques forgerons étaient capables de cette prouesse et que les élites se gardaient certainement bien de diffuser tous ces secrets. Donc, pour en revenir à nos chefferies du centre de l'archipel japonais de la période Yayoi, il coulait de grosses cloches en bronze qu'on appelle des do-otaku, ça veut dire cloches en bronze, et des pointes de lance ou de hallebarde. Mais on ne retrouve ces armes en bronze que dans des caches à flanc de colline, parfois associées à des do-otaku, et pas dans les tombes des élites. Ces armes jouaient donc un autre rôle dans ces sociétés, plutôt symbolique et cérémoniel. Mais, donc, durant les 1er et 2e siècles de notre ère, tout change, et des tombes d'élite contenant des armes en fer apparaissent au centre de l'archipel japonais. Le long des côtes de la mer du Japon, le long des côtes de la mer intérieure et, à la toute fin de la période, dans la plaine de Nara. Ces chefs se font enterrer dans des tombes de plus en plus spectaculaires et s'entourent donc eux aussi d'une suite de guerriers. Et ce phénomène de progression de l'idéologie guerrière est aussi corroboré par les sources écrites chinoises contemporaines qui nous parlent, pour le 3e siècle de notre ère, soit la toute fin de la période Yayoi, d'un état de guerre incessant entre de multiples petits royaumes dans l'archipel japonais. Si les conflits finissent par se calmer avec la nomination d'une reine que les sources chinoises nomment Himiko, les armes restent présentes dans les tombes et deviennent en fait de plus en plus nombreuses. Les tombes de l'élite, elles, deviennent de plus en plus imposantes à mesure que le pouvoir des chefs grandit encore. Ce sont les Kofun. Ces tombes gigantesques donnent leur nom à la période qui suit la période Yayoi, c'est-à-dire la période des Kofun. Ils se sont pas super foulés sur le nom, les archéologues, sur ce point-là. Et dans ces immenses tertres funéraires pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres de long, les armes et les miroirs chinois se multiplient. On assiste aussi à l'apparition d'un nouvel équipement, comme les armures et les pièces de harnachement de cheval. Les chevaux, en effet, inconnus jusque-là, sont introduits depuis le continent comme animaux de guerre dans la seconde moitié du 4e siècle de notre ère. Et archéologiquement parlant, on sent bien le passage entre une période Yayoi où les guerriers étaient peu nombreux, formaient une petite suite de prestige autour de certains chefs, et la période des Kofun où on assiste à la naissance d'une véritable aristocratie guerrière. Ces Kofun sont également liés à l'apparition d'un royaume dans la plaine de Nara, le Yamato, qui va peu à peu imposer sa domination sur tout l'ouest de l'archipel japonais. Pour bien comprendre le changement et mesurer son ampleur, il faut élargir notre vision des 4e et 5e siècles de notre ère. Comme pour la période Yayoi, les sociétés de l'ouest de l'archipel japonais ne sont pas isolées, mais ont de nombreux échanges politiques et commerciaux avec les sociétés du continent asiatique, notamment l'Empire chinois et les chefferies de la péninsule coréenne. Or, au début du 4e siècle de notre ère, la dynastie chinoise des Jin s'effondre et perd son contrôle sur la péninsule coréenne. En résulte l'émergence dans cette même péninsule de 3 royaumes, Goguryeo au nord, Baekje au sud-ouest et Silla au sud-est. Or, si vous vous rappelez, les ressources en fer dont dépendent les chefs de l'archipel japonais, et notamment ceux du royaume de Yamato en pleine expansion, pour leur armement et donc leur puissance, se situent dans la péninsule coréenne. Et si auparavant on pouvait commercer de proche en proche avec les petites chefferies coréennes, là, négocier avec des royaumes structurés, c'est une autre paire de manches.
Les quelques sources écrites dont nous disposons pour le 5e siècle rapportent que les Japonais, que les Chinois dans ces sources-là appellent les Wa, vont donc s'immiscer dans les affaires politiques et militaires du continent en allant combattre dans la péninsule coréenne. Ces sources écrites précisent que du 4e au 7e siècle de notre ère, le royaume de Yamato était principalement allié avec le royaume de Baekje, tantôt contre Koguryo, tantôt contre Silla, ou tantôt contre les deux à la fois, eux-mêmes alliés. On a donc toute une aristocratie de l'ouest du Japon qui développe une culture militaire et qui adapte son équipement en le mettant au niveau de celui des aristocraties guerrières du continent, avec des armes en fer, des armures et la cavalerie. Bon, par contre, on ne va pas se mentir, mais d'un point de vue militaire, il apparaît que les Wa n'étaient pas encore super au point. Il semble qu'il se soit fait ouvrir en deux par Koguryo. Enfin, en tout cas, c'est le roi de Koguryo qui le proclame sur une stèle datée de 414, donc à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'alliance Baekje-Yamato finira par la destruction totale de Baekje par Silla en 660. Et les Japonais ne retourneront pas faire la guerre en Corée avant le XVIe siècle de notre ère. Si ceux qu'on appelle les samouraïs sont effectivement apparus dans le courant du 9e siècle de notre ère, dans un contexte historique particulier de montée en puissance des grands seigneurs provinciaux qui défient le pouvoir central, les samouraïs ne sont pas les premiers guerriers du Japon, même si ce sont les plus célèbres. 1300 ans avant, les sociétés agricoles du nord de l'île de Kyushu avaient déjà initié le mouvement vers une apparition de spécialistes de la guerre, et c'est à la période des Kofun que vont apparaître les chevaliers en armure, armés de sabres en fer et membres d'une élite qui dirigera le Japon pour de nombreux siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout à liker si vous avez aimé. Abonnez-vous aussi si vous voulez être averti dès la sortie d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à écrire un commentaire pour me donner votre avis, ou bien si vous avez des questions, je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous.